Chers amis, chers auditeurs, bonjour ou bonsoir, bienvenue sur les ondes de Radio Lorraine Enragée, bienvenue sur le Terre-Terre Lorrain, bienvenue sur les ondes de la liberté et des libertés, parce que nous chérissons les libertés sur nos ondes. François-Xavier Consoli, votre serviteur comme d'habitude, et j'ai le plaisir aujourd'hui d'être avec Monsieur Éric Delcroix. Monsieur Delcroix, bonjour. Bonjour. Alors Monsieur Delcroix, pour ceux qui ne vous connaîtraient pas, je vais vous présenter succinctement. Vous êtes un ancien avocat, essayiste, vous avez fait couler beaucoup d'encre, si je puis dire, puisque vous avez été l'avocat notamment donc, de l'éditeur Jean Plantin, l'ancien militant d'ultra-gauche Pierre Guillaume, du réalisateur Claude Autant-Lara, du grand écrivain Jean Raspail, et aussi du fameux Robert Faurisson, qui a fait également parler à une époque et qui n'est plus de ce monde aujourd'hui. Et vous êtes, on peut le dire, vous me corrigerez si je me trompe, un militant de longue date de la liberté d'expression, et vous luttez contre le délit d'opinion. Absolument, je suis un militant de longue date de la liberté d'opinion, puisque j'ai été même la défendre à Moscou en 1973-74. Donc c'est qu'un combat, ce n'est pas un combat d'aujourd'hui, voilà, ça Ce remonte, non, ça remonte combat d'une loin. vie. Oui. Voilà. Et j'ai le plaisir de vous rencontrer aujourd'hui parce que j'ai eu par hasard dans les mains, et j'ai eu le plaisir de cette lecture, un essai que vous avez commis, à savoir Droit, conscience et sentiments, aux éditions Acribeia. Et c'est très intéressant, donc nous allons un peu l'évoquer durant l'entretien, mais on va surtout parler donc de cette fameuse liberté d'expression, ce délit d'opinion qui n'a fait que se renforcer finalement avec le temps, avec les années. On pensait qu'Internet aurait pu libérer un petit peu les choses. Bon, il l'a fait à la marge si on veut, mais c'est quand même très très compliqué aujourd'hui, quel que soit le sujet d'ailleurs. On voit que plus ça avance et plus finalement la liberté, en tout cas la marge d'expression se réduit. Alors, première question, qu'est-ce qui d'après vous laisse supposer qu'aujourd'hui en France, en 2022, il n'y a plus vraiment de liberté d'expression? Non, il n'y a plus de liberté d'expression parce que une idéologie qui porte en elle la morale, ou la prétention à la morale, a complètement envahi l'espace public. En France, nous avons vu la chose apparaître en 1972 avec la loi du 1er juillet de cette époque-là, c'est une loi Pleven, qui prétendait lutter contre le racisme, notamment en matière de liberté de la presse. À partir de ce moment-là, nous avons vu apparaître la protection non pas des individus simplement, pour la diffamation ou l'injure, mais la protection de collectivités, de communautés. Et il est devenu donc impossible de critiquer des comportements collectifs. Alors ça a commencé par la provocation à la haine, à la discrimination ou la violence pour des raisons raciales, ethniques ou religieuses. Ce qui est déjà extrêmement paradoxal parce que si vous protégez les communautés religieuses, vous ne protégez pas les athées et les agnostiques. Parce que la loi dit que on ne doit pas critiquer ces communautés en raison de l'appartenance ou de la non-appartenance. Or, l'athéisme ou l'agnosticisme n'est pas réductible à la non-appartenance à une religion. Donc la société soi-disant laïque française est en réalité une protectrice des sectes et des religions, quelles qu'elles soient, ce qui n'est pas plus étonnant que ça, pour plaisanter en marge, puisque je vous rappelle que la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens, qui est dans le préambule de notre Constitution, cette déclaration a été prise sous l'égide de l'être suprême. Et oui, donc on pourrait penser normalement que la République athée, qui a proclamé son athéisme depuis plus de 200 ans maintenant, était axiologiquement neutre, si on peut dire. On va évoquer tout ça. Et précisément, neutralité axiologique du droit. C'est un peu une garantie constitutionnelle depuis, on va dire, la cinquième. Est-ce que aujourd'hui, cette neutralité du droit a toujours cours, ou précisément, comme vous avez commencé un petit peu à le laisser supposer là, on en est aujourd'hui réduit à faire une justice, on va dire, communautaire, en permettant à certaines communautés d'avoir
plus de droits que d'autres, d'avoir une protection judiciaire plus importante, et ce qui fait qu'à la fin, une quelconque critique d'une quelconque communauté, une quelconque remise en question d'une quelconque communauté, et on arrivera peut-être à des questions peut-être moins communautaires après, moins religieuses, mais peut-être plus politiques. Bah aujourd'hui, sans neutralité axiologique, finalement, il n'y a plus de droit. La neutralité axiologique du droit qu'avaient voulu les fondateurs, et je pense tout particulièrement à Napoléon, n'est-ce pas? Mais la neutralité axiologique du droit, qu'est-ce que c'était? C'était tout simplement l'impartialité du juge. Or, aujourd'hui, depuis 1972, pour ce qui est spécialement de la France, cette neutralité axiologique n'existe plus. Pour revenir à cette loi Pleven de 1972, elle n'a pas simplement prévu des délits d'opinion, mais elle a prévu également qu'il y avait des actes qui devenaient prohibés en fonction de votre intention intime. C'est-à-dire que jusqu'ici, le mobile d'un acte prohibé ne rentrait pas dans le délit ou le crime. C'est d'ailleurs toute la question du procès de Jeanne d'Arc, puisqu'on lui demande « Êtes-vous en état de grâce ?» Parce que si vous avez fait ces actes en état de grâce, vous ne serez pas puni, l'Inquisition ne vous punira pas. Si vous n'étiez pas en état de grâce, elle va vous punir. Or aujourd'hui, depuis 1972, je prends le cas typique en 1972, toujours dans le cadre de cette loi, des refus de services qui sont devenus correctionnels. Par exemple, si vous avez un appartement à louer et que vous refusez de le louer à une personne parce qu'elle est noire ou musulmane, par exemple, ou suédoise, à votre choix. Jusqu'ici, jusqu'en 1972, c'était votre arbitraire intime qui avait été conquis par les Lumières, par Beccaria, par Kant. Or, aujourd'hui, ça n'est plus du tout le cas, puisque depuis 1972, on a le droit de rechercher pour quelles raisons vous avez refusé l'allocation. Et maintenant, on y a ajouté les mœurs, vous ne pouvez plus refuser l'allocation si ça n'est pas une simple rationalité économique. Donc vous avez le droit de faire de la discrimination uniquement sur la fortune ou l'argent, la chance ou l'argent. Alors, comment va procéder le juge? Eh bien, il va chercher par de multiples petites traces si vous aviez une intention intime pécamineuse, dans l'ordre du péché, comme le point de savoir si Jeanne d'Arc avait péché ou pas. Et à ce moment-là, c'est la fin de la liberté de l'arbitraire intime. Avec les Lumières, le juge avait perdu le droit à l'arbitraire. En revanche, l'individu avait conquis le droit à l'arbitraire. Maintenant, c'est le contraire. Le juge a le droit à l'arbitraire, mais vous n'avez pas le droit de défendre contre le juge vos sentiments, vos fantasmes et votre intimité. C'est absolument scandaleux. On peut très bien comprendre que les services publics se voient interdire les discriminations raciales, ethniques, religieuses, parce que ce sont des services publics et le fonctionnaire n'est pas propriétaire du service public. En revanche, un agent privé, que ce soit une société commerciale ou que ce soit vous ou moi pour louer un appartement, on ne devrait pas pouvoir atteindre à notre intimité. Oui, donc pour résumer d'une formule un peu lapidaire, on est dans le film Minority Report, à savoir on est jugé sur un crime d'intention et non pas sur un crime de fait, à savoir on ne juge plus les faits, parce qu'ils ne sont pas encore advenus, on juge sur les intentions possibles d'un individu qui aurait mal pensé. C'est l'éthique de l'intention qu'avait voulu saint Thomas d'Aquin contre Abélard, c'est l'éthique de l'intention que ne voulait pas Kant ou Beccaria au XVIIIe siècle. Vous précisez d'ailleurs dans votre livre, qui est vraiment intéressant, vous avez ces mots. Hélas, par une décision du 16 juillet 1971, le Conseil constitutionnel s'est arrogé impunément, au nom du principe de bloc de constitutionnalité, le droit d'adosser ses décisions au préambule, renonçant ainsi au rôle axiologiquement neutre qui lui avait été dévolu pour le contrôle technique du fonctionnement des institutions. Par ce véritable coup d'état juridictionnel, la Cour suprême cessait en France d'être le peuple français, se prononçant par référendum, comme l'avait voulu De Gaulle, pour devenir un comité,
dépourvu de toute onction démocratique à l'image de la Cour suprême américaine. Il s'agit là de la mise en place de l'état de droit. Alors, justement, ça c'est très intéressant, ce fameux état de droit. On nous en parle en permanence dans les médias, les journaux, etc. Avec l'instauration de l'état de droit, on assiste, à mon sens, vous me corrigerez si je me trompe, mais c'est la conclusion que j'en ai tirée de votre livre, on assiste à l'instauration de deux choses, à savoir l'instauration d'une espèce d'américanisation du droit, comme vous le précisez là, qui grosso modo, si j'ai bien compris, commence à advenir à partir des années 70 dans l'État français, et cette droit de l'homisation généralisée du droit, donc finalement une sorte de sentimentalisation, à savoir qu'on juge, précisément dans le cas par exemple des procès sur la presse et d'autres, on juge sur des sentiments, sur l'amour, la haine, etc. etc. Est-ce que le fil que je fais là est un petit peu exagéré ou alors au contraire il est trop modéré ? Il serait plutôt modéré, c'est tout à fait exact. Il faut savoir que le préambule de la Constitution, bon, ce genre de choses qui n'existait pas sous la Troisième République, le préambule de la Constitution avec la Déclaration des droits de l'homme de 1789 a été repris en 1958, mais c'était purement déclamatoire. Ça n'avait pas de conséquences constitutionnelles, car nous vivions dans un système non américain dans lequel les particuliers, les sujets de droit privés, ne pouvaient absolument pas faire une revendication de leurs droits en s'appuyant sur la Constitution. La Constitution ne concernait que les pouvoirs, l'organisation des pouvoirs publics. Alors qu'aux États-Unis, elle concerne tout un chacun. Premier amendement, deuxième amendement, premier amendement la liberté de la presse totale, ça fonctionne à peu près. Liberté d'expression totale. Liberté d'expression totale, mais comme le disait Tocqueville, limitée par ce défaut américain qui est le conformisme. Oui. Alors vous pouvez publier n'importe quoi, vous ne serez pas poursuivi, mais il faut quand même, ça correspond au comme disait Georges Marchais pour l'URSS, encore faut-il trouver un éditeur. C'est juste. Oui. Alors, effectivement, aujourd'hui vous avez vu que pour l'avortement, on demande que ce soit inscrit dans la Constitution. C'est bien une caricature. Pour moi, la Constitution ne devrait accorder aucun droit particulier. Donc ça remonte à 1971. Et ce qui est terrible, c'est que Sarkozy, qui se voulait l'américain, a rajouté la possibilité d'une question préjudicielle par tout plaideur, qui peut aboutir, si la Cour de cassation d'un côté, le Conseil d'État pour le droit administratif en convient, va aboutir à plaider votre affaire devant le Conseil constitutionnel qui serait protecteur des droits des sujets de droit. Eh bien, ça n'est plus du tout une constitution axiologiquement neutre, ça n'est plus l'ordre public. Donc Sarkozy, entre autres choses d'ailleurs, a américanisé un peu plus ce droit français. Oui, il en a rajouté à notre décadence. Voilà. Oui, parce que le droit anglo-américain et le droit romano-germanique continental n'ont absolument pas les mêmes fondements historiques. Et les Américains ne font jamais une vraie différence entre le droit et la morale. Nous, si. Ça revient à ce que je vous disais tout à l'heure sur le mobile. Le mobile, c'est quand même la morale. Alors le mobile, j'y reviens, excusez-moi une seconde, parce que peut-être que vos auditeurs ne comprendraient pas. Le mobile ne peut donc pas servir. Si, il peut servir en faveur du plaideur. C'est-à-dire que lorsque vous passez en jugement devant une cour d'assises pour un supposé crime ou devant un tribunal correctionnel pour un supposé délit, on n'a pas le droit, avant 1972, on ne pouvait pas tenir compte dans la constitution du crime ou du délit de votre mobile. En revanche, vous pouviez invoquer votre mobile pour dire moralement je suis défendable et vous devriez me donner la plus petite peine. C'est ce que Hegel appelait la part de grâce du juge. En revanche, en matière d'incrimination, on ne devrait pas tenir compte du mobile pour la constitution de l'infraction. Enfin, c'est ce qu'on faisait jusqu'en 1972. Alors après ça s'est aggravé par d'autres lois. Alors, justement, puisque là on a un peu évoqué sentiments, amour, haine. À propos de l'amour, parce que c'est finalement la base juridique qui a permis cette loi, en tout cas qui a légitimé cette loi, c'est sur cette base juridique formelle qu'a été pensé le mariage pour tous.
par exemple. Je prends un Absolument. exemple assez récent. Absolument. Donc aujourd'hui, on pourrait penser, par exemple, que le mariage pour tous, le mariage homosexuel, le mariage pour tous, est-ce que ce mariage-là, finalement, sa fondation juridique, son marbre juridique, c'est l'amour. Donc c'est un sentiment. Voilà. Absolument. L'amour et la haine, pour moi, sont absolument hors du droit objectif, devraient rester hors du droit objectif. C'est encore d'ailleurs là une américanisation, car la notion de haine, hate crime, vient également des Américains, qui encore une fois, comme je vous le disais il y a quelques secondes, ne savent pas faire la différence entre le droit et la morale. Et la morale aux États-Unis, la morale est puritaine, c'est-à-dire qu'elle a deux défauts, n'est-ce pas ? D'une part, elle est un contenant omniprésent. C'est jamais l'intimité personnelle, c'est un contenant omniprésent et qui peut changer. Et qui, en matière de mœurs, s'est complètement inversé en 50 ans, n'est-ce pas ? Donc c'est le contenant, peu importe le contenu. Le contenu, c'est leur tradition de libre examen, mais comme je vous le disais tout à l'heure, comme ils sont hyper conformistes, le libre examen va toujours dans le même sens et tous ensemble. Un petit mot là-dessus, parce que je trouve ça très intéressant. À l'époque où on célèbre l'amour, bon, très bien, célébrons l'amour, mais après, tout dépend ce qu'on y met derrière. Vous précisez à propos du mariage homosexuel, un mariage fondé formellement et exclusivement sur l'amour finit toujours par légitimer tout aussi formellement la répudiation. Je ne t'aime plus. C'est d'ailleurs ce qui explique l'évolution du droit au divorce et l'institution parallèle du pacte civil de solidarité, le fameux PACS, ce mariage jetable et ouvrant donc un droit à répudiation. Alors, si on continue à travers le prisme que vous établissez dans votre livre et dans la discussion qu'on a là, il y a plein d'autres questions après qui ne peuvent plus être abordées. Par exemple, prenons des éléments élémentaires de ce qu'on appelle la souveraineté, l'appartenance à l'Union européenne. Bon, on a vu qu'après le référendum de 2005, cette question ne se posait plus. En tout cas, on ne la pose plus. L'euro, l'immigration massive, etc., etc. Tous ces éléments-là, finalement, aujourd'hui, ne peuvent plus être abordés. Prenons l'immigration massive, qui est un sujet dont on a beaucoup parlé là, durant les dernières présidentielles. Le fameux grand remplacement dont on a parlé sur nos ondes, etc. Je vous invite, chers auditeurs, à ceux qui n'ont pas écouté l'émission, d'aller vous jeter dessus. Par exemple, si on commence à supposer qu'il y aurait un lien entre immigration et délinquance, ça, c'est attaquable juridiquement. Bien sûr, c'est une mauvaise pensée. Depuis la loi Pleven du 1er juillet 1972, c'est une mauvaise pensée, c'est attaquable. Et non seulement c'est attaquable lorsqu'elle est exprimée, mais lorsque vous ne l'exprimez pas, mais que vous le mettez dans les mobiles pour lesquels vous agissez dans votre vie, vous serez également punissable. On va rechercher vos mobiles. On va faire une perquisition chez vous. Si on trouve des documents parfaitement légaux en soi, mais contre le grand remplacement, vous serez suspect, ça sera au dossier. Ah, mais il lit Camus, il lit Renaud Camus, il a tous les livres de Renaud Camus, oui, donc il est discriminatoire, crac, vous serez condamné. Votre avocat ne pourra pas faire grand-chose. Je vais même donner un exemple encore plus patent, nous-mêmes. C'est-à-dire que là, moi, en tant que journaliste, c'est mon métier, j'interviewe l'ancien avocat de Robert Forisson. Donc, accessoirement, voilà, je suis responsable, responsable ou ma pensée, etc. Histoire de couper l'herbe sous le pied aux gens qui écouteront l'émission. Et puis vraiment relapse, puisque avocat pendant 28 ans de Robert Forisson. Oui. Donc, non, mais c'est ça qui est très intéressant et que je trouve absolument... on est dans l'ère de la folie. C'est ce crime d'association. Vous savez, finalement, c'est à partir du moment où on a abordé cette question, on a parlé avec tel individu, etc., on n'en finit plus. Ben oui, à partir du moment où on peut en inférer que vous avez de mauvaises pensées, car ça revient à ça, et que le mobile, donc les mauvaises pensées, sont constitutifs de l'infraction, on ne vous ratera pas. Il y a dans notre pays une loi, la loi Guesso, qui condamne toute personne qui tient des propos racistes, xénophobes, antisémites. Moi, je proposerais de renforcer la loi Guesso. De quelle manière ? Je proposerais de renforcer la loi Guesso en rendant inéligibles des personnes qui sont condamnées pour racisme, pour incitation à la haine raciale, pour discrimination en fonction de sa religion, de la même manière qu'aujourd'hui... Vous savez que les juges peuvent le décider dans le cadre d'un procès au tribunal. Oui, mais aujourd'hui, ça ne se produit pas.
Je pense que ce n'est pas inscrit dans la loi pour que des juges puissent le faire. Aujourd'hui, des juges décident de rendre inéligibles des responsables politiques, des élus qui ont, par exemple, fait du détournement de fonds. Eh bien, je pense qu'on devrait avoir les mêmes sanctions pour incitation à la haine raciale, pour racisme, pour antisémitisme, parce que ce sont des condamnations graves qui portent atteinte aux valeurs de la République, à la cohésion nationale, au vivre ensemble, sans distinction de nos origines, de nos religions, de nos coutumes. Et il faut donc peut-être avoir un peu plus de sévérité dans ce domaine-là. Ça veut dire que Zemmour, il porte atteinte aux valeurs de la République et à la cohésion nationale? Ah bah, carrément, enfin bon. Mais c'est une justice partiale. On est très loin de la neutralité axiologique qui avait été rêvée par les Lumières. Parce que contrairement à Clémenceau, je ne crois pas que la Révolution ait été un bloc. Elle a abouti à un très bon droit, grâce à Napoléon d'ailleurs, mais un très bon droit français. Je vais vous poser ma dernière question, Monsieur Delcroix. Est-ce que l'état de droit est l'horizon indépassable, qui est cette espèce de formule magique incapacitante pour pouvoir annuler toute possibilité de débat et toute possibilité d'avoir des opinions divergentes? Est-ce que là, on est dans l'état de droit et c'est terminé, on ne pourra pas s'en sortir? Vous savez, quand j'ai fait mes études de droit dans les années 60, on ne parlait pas d'état de droit. Ça n'existait pas en France. C'est apparu beaucoup plus tard. C'est apparu avec, je crois, des époques comme... le véritable état de droit en France, c'est 1982, lorsque Mitterrand décide que la France signera le protocole qui permet la compétence de la Cour européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Enfin, il y avait la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme qui avait été signée et on se range derrière la compétence de la Cour européenne des droits de l'homme. À partir de ce moment-là, des juges que personne n'a élus, qui sont étrangers, vont pouvoir condamner la France parce que ça ne correspond pas à leur idée des droits de l'homme. La plupart du temps, les droits de l'homme ne sont que des proclamations de morale individualistes. Il y a très peu de choses dans les droits de l'homme qui soient véritablement applicables d'une façon objective. Donc ils jugent absolument comme ils le veulent. Alors, il faut savoir que lorsqu'on vous dit qu'on a l'esprit républicain, qu'on défend la République, qu'on va faire un front républicain contre les mauvais partis, et parce qu'il faut défendre l'état de droit, c'est un non-sens. La tradition de la République française, c'est l'inverse de l'état de droit. La République française, jusqu'à Mitterrand, était fondée sur le principe nomocratique, c'est-à-dire le pouvoir suprême, c'est la loi. Or, avec l'état de droit, il y a des juges qui vont être au-dessus de la loi. Nous ne sommes plus en nomocratie, tradition qui vient d'Athènes et de Rome. Nous ne sommes plus en nomocratie, nous passons à l'état de droit, qui correspond à deux traditions. Une tradition américaine depuis 1803, quand la Cour suprême s'est arrogé le droit de juger les lois, affaire Marbury contre Madison. Et puis, d'un autre côté, l'influence allemande, avec von Moll, n'est-ce pas, qui, au début du 19e siècle, va concevoir quelque chose qui correspondait peut-être mieux aux Allemands, qui à l'époque n'étaient pas unifiés. Ils n'avaient pas un État pour définir le droit de façon très précise. Et voilà, qui ont inventé cette notion qu'on a essayé de faire rentrer en France, que les Allemands ont essayé de faire rentrer en France au 19e siècle. Et il y avait un juriste français qui devait s'appeler Édouard Laboulé, enfin ça c'est l'anecdote, qui avait essayé de répandre les théories de l'allemand Savigny en France, et ça avait échoué. La République française était, et même l'Empire, le Second Empire était resté jusqu'à François Mitterrand une nomocratie. Heureusement. Voilà. Mais ça n'est plus le cas. Ça n'est plus le cas. Mais ça n'est plus le cas. Bien, messieurs Delcroix, merci beaucoup
pour cette entrée en matière. Là, nous avons fait qu'effleurer la chose, mais il ne s'agit pas d'être trop long et de toute façon, rien ne remplace une bonne lecture. Donc nous vous invitons à lire Droit, conscience et sentiments de notre invité aux éditions Acribeia. Vous verrez, vous aurez toutes ces questions qui sont détaillées et c'est vraiment une question très importante finalement, ce coup d'état du droit, ce fameux coup d'état des juges qui aujourd'hui finalement empêche toute possibilité de discussion et le champ des possibilités, le champ des possibles comme on dit, se réduit. Voilà, et bien chers auditeurs, vous savez ce qu'il vous reste à faire, vous mettez un petit j'aime à cette vidéo, vous la partagez, vous l'envoyez à vos amis et ennemis, juristes et autres avocats. Quant à moi, je vous remercie, la vie commence toujours demain, et haut les cœurs.